Nous reprenons donc les conférences. Donc Madame Montfort va cet après-midi nous parler de pistes, enfin des aspects plus politiques et des pistes d'engagement sur les questions du genre aujourd'hui. Donc, je vous rappelle plusieurs petits points en internet. D'abord, vous pouvez continuer à poser des questions par écrit qui seront donc reprises pour la séance de questions avec Elisabeth Montfort tout à l'heure. Vous pourrez aussi poser des questions en direct par oral. D'autre part, n'oubliez pas éventuellement de faire un don si vous l'avez prévu pour nous aider à couvrir les frais de la journée. Et un dernier point que j'ai oublié de signaler ce matin, qui est que pour les adeptes de Twitter, il y a un hashtag qui était prévu pour la journée d'aujourd'hui qui est Gender56. Voilà. Donc ceux qui sont habitués comprendront le langage un peu surprenant pour ceux qui ne sont pas habitués à Twitter. Voilà, Madame Montfort, vous avez la parole. Bien, alors sans transition, je vous ai laissé tout à l'heure sur une question. Alors, je vous ai fait un décryptage complété par le docteur Flavigny. C'est intéressant d'avoir ces deux présentations. L'apport du docteur Flavigny est vraiment intéressant. Et j'ai été évidemment bien incapable de présenter la question du genre de cette façon. Donc, vous avez, je pense, saisi la gravité de la question. Mais faut-il s'inquiéter de l'idéologie du genre? Voilà, je vais vous poser la question, on va inverser les rôles. Faut-il s'inquiéter de l'idéologie du genre? Non. Vous pensiez bien que c'était une question piège. Non, parce que la peur est mauvaise conseillère. Donc si vous avez peur, vous allez être paralysé, vous ne pourrez rien faire. Mais il faut prendre la question avec gravité. Et tout à l'heure, je vous disais que nous avons deux possibilités, deux types de réactions à notre disposition, il n'y en a pas d'autres. Soit nous disons non, alors ça on sait très bien faire, on l'a fait pendant 1 an, non à la loi Taubira, ça soulage, ça fait du bien, ça défoule, et après. Soit nous profitons de la question du gender pour nous poser les vraies questions qu'on ne se pose plus aujourd'hui. Vous avez bien vu que le concept de genre est dans son sens idéologique, est un instrument d'une révolution anthropologique. C'est pour ça qu'à défaut de s'inquiéter, il faut quand même prendre la question avec gravité. Rupture anthropologique, c'est pas une petite affaire. Anthropologique, mais aussi une révolution culturelle dans nos sociétés, en quête d'identité. Société où la raison et la liberté ne s'appuient pas sur la réalité des êtres et des choses, mais sur les désirs et les fantasmes. Le concept de genre, dans son sens subversif, est le révélateur d'une société qui refuse le réel comme limite à ses désirs. Alors nous pouvons, ayant bien pris conscience de la gravité de la question, nous pouvons considérer que le débat sur le gender, c'est une chance qui nous est donnée aujourd'hui. Car il faut bien le dire qu'avant ce réveil de 2013, on s'était quand même passablement endormi. Pourquoi c'est une chance? Parce que ce débat nous invite à nous poser deux questions. La première question, c'est l'unité de la personne humaine. On a bien vu tout à l'heure, soit du point de vue juridique ou philosophique ou psychologique, la difficulté pour l'adulte, pour l'enfant, de tendre à l'unité de la personne humaine. Unité, c'est-à-dire corps, intelligence et cœur. On a bien vu que les féministes du genre ont un problème avec le corps. Alors, un problème dans ce que le corps peut révéler de la personne humaine. Mais elles n'ont pas de problème sur les pratiques sexuelles. Au fond, le corps serait réduit à des pratiques sexuelles, comme outil ou comme instrument de pratique sexuelle.
mais ne dirait rien sur l'identité de la personne. Or, la personne, si je la considère dans son unité, dans sa totalité unifiée, la personne est son corps, son intelligence et son cœur. Le corps n'est pas un bien matériel à côté de soi. Vous vous souvenez peut-être pour les aînés, vous vous souvenez du discours des féministes au moment du vote de la loi Veil, le droit à disposer de son corps. Et ça n'a pas de sens, cette expression. Comme si le corps était un bien matériel à côté de soi, à côté du moi psychologique. Alors bon, on voit bien ce que ça veut dire. Pour parvenir à cette unité, peut-on parler de caractéristiques féminines ou masculines, comme la douceur et la force, l'intelligence rationnelle ou le soin immédiat, vous savez, le care dont on parle beaucoup aujourd'hui, l'intuition ou l'intelligence des hommes, l'organisation quotidienne ou la finalité. Vous savez, on a tendance à séparer les qualités féminines et les qualités masculines. S'il existe des caractéristiques, donc des tendances, des déterminations, ce ne sont pas des déterminismes qui enfermeraient l'homme et la femme dans une situation figée. Car l'homme et la femme sont des êtres de liberté. Les animaux vivent dans le déterminisme. Ils agissent par instinct, alors que les êtres humains agissent par pulsion. Et le rôle de l'éducation et de la culture, et je prends le sens de culture au sens large, c'est-à-dire tout ce qui est du fait de l'homme, et non pas la culture réduite aux arts, à la peinture ou à la musique. Donc l'éducation et la culture orientent, c'est tout le génie d'ailleurs de l'éducation et de la culture, orientent en principe vers l'unité de la personne ces différentes tendances, sans considérer qu'elles enferment l'homme ou la femme dans une situation irréductible. L'idéologie du genre est une atteinte à l'unité de la personne humaine. Et la liberté de la personne humaine va jouer dans l'articulation de ces différentes dimensions de la personne humaine, corps, intelligence et cœur. Alors que dans l'esprit des féministes du genre, la liberté est déracinée, désincarnée, et la liberté est relative à la volonté. Or, la liberté ne consiste pas à définir l'être, mais à aider la personne humaine pour l'agir, pour ses actes. Et donc, la liberté se fonde sur la réalité. La deuxième question, c'est l'unité de l'homme et de la femme. Alors, pris dans leur capacité d'être père et mère. On a bien entendu la leçon de Dr Splavini. Il n'existe qu'une seule nature humaine, mais qui ne s'exprime jamais selon le mode neutre, mais selon le mode masculin, selon le mode homme ou femme. Or, une des critiques des féministes du genre, c'est de nous renvoyer cette accusation de considérer que la femme aurait une nature propre. C'est ce qu'elles appellent une conception essentialiste de la femme, qui l'enfermerait dans des stéréotypes ou dans des rôles typiquement féminins liés à la maternité. Non, il n'y a pas une nature humaine femme et une nature humaine homme. Il n'y a qu'une seule nature humaine. Si bien que ni l'homme seul, ni la femme seule ne peuvent dire ce qu'est l'humanité. Mais l'homme et la femme ensemble disent ce qu'est l'humanité. C'est parce que l'homme et la femme sont corps et esprit, animal raisonnable ou animal politique selon Aristote, qu'ils sont égaux en dignité et en droit. Ils ont la même humanité, la même nature humaine. L'homme et la femme sont intégralement humains. Il n'y en a pas un qui serait plus que l'autre. Les théoriciens du genre ont tenté de répondre à la quête d'égalité
par le faire et l'agir, c'est-à-dire par les actes, par les comportements, par les fonctions, d'où l'indifférenciation des fonctions pour être sûr d'atteindre l'égalité. L'égalité de l'homme et de la femme se situe à un autre niveau, qu'ils n'ont pas vu ou qu'ils n'ont pas voulu voir, je ne sais pas. L'égalité de l'homme et de la femme se situe dans l'unité des deux, qui transcende les actes et les comportements, et qui dispose aux dons les cœurs, les corps, les cœurs et les intelligences. Si bien que leur différence, la différence entre l'homme et la femme, n'est pas une différence absolue, puisqu'ils ont la même nature humaine. La différence de l'homme et de la femme est une différence relative. Mais relative à la procréation, et c'est là où on retrouve toute la dimension, cette potentialité d'être père ou mère, relative à la procréation, et cette différence relative laisse une empreinte dans le corps, elle est évidente, mais aussi dans toute la personne de l'homme et de la femme, et pas seulement dans le corps. Ce nouveau regard sur la femme et sur l'homme, dans leur totalité unifiée, permet de construire une société pacifiée. Et c'est à ça que je voudrais vous engager maintenant. Je voudrais aborder 2 points qui peuvent être les points clés d'un engagement. Donc, mes propos de cet après-midi seront plutôt se former pour agir. On a eu la chance d'avoir des débats intéressants pendant toute cette année, grâce à la loi Taubira. Il faut prendre ça comme une chance, même si malheureusement la loi a été adoptée. D'ailleurs, je signale au passage que toute loi adoptée peut être abrogée. Hein, donc ne laissez pas dire, comme je l'entends si souvent, bon, de toute façon, on ne reviendra jamais dessus. Toute loi humaine peut être abrogée. C'est une question de volonté politique. Alors, elle ne peut pas être rétroactive. Donc vous me direz, mais alors, les gens qui ont été mariés, eh bien oui, ça fait partie de ce qu'on appelle des anomalies juridiques. Et ça existe dans notre droit. Donc, nous avons eu, grâce à cette loi Taubira, un certain nombre de débats, enfin un débat sur un certain nombre de questions. Donc, j'imagine qu'à Lorient, comme ailleurs dans toute la France, et même en Belgique, j'étais à Bruxelles lundi dernier, et dans un certain nombre de pays européens, parce que bon, ce débat est en train de gagner les autres pays de l'Union européenne, nous a fait prendre conscience d'une exigence de formation. Parce que c'est pas si facile de voir, enfin depuis ce matin, nous réfléchissons ensemble, c'est pas si facile de comprendre le lien entre l'homme et la femme, le père et la mère, de quoi l'enfant a besoin, qu'est-ce qui est indispensable pour lui, le rôle de la loi, toutes ces questions, et puis toutes les questions posées par l'idéologie du genre. Donc déjà, dans un premier temps, il faut comprendre de quoi il s'agit pour ne pas raconter n'importe quoi. Et pour reprendre la fin du livre de Christian Flavini, en effet, il serait vraiment dommage de réduire le débat sur le genre à un antagonisme pour ou contre. Vous avez, je pense, maintenant saisi combien cette question est nuancée, complexe et subtile. Donc je vous propose 2 axes de réflexion en vue de 2 axes d'action. C'est tout d'abord la place du corps. Cette question est essentielle. Marie-Carole, vous l'avez abordée rapidement, mais là, vous avez mis le doigt sur la question essentielle. Effectivement, depuis un certain nombre d'années, nous avons complètement passé sous silence la question de la place du corps dans l'unité de la personne humaine. Et cette question est liée à l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. C'est un point dont je ne vous ai pas parlé ce matin, parce que je l'ai gardé pour cet après-midi, mais quand ce matin je vous ai parlé du programme ABCD de l'égalité, pour être tout à fait complet, donc avec les 3 leviers
égalité, stéréotypes, homophobie, il faut ajouter un dernier point, c'est l'éducation sexuelle des enfants dès la maternelle. Alors en fait, c'est pas nouveau, c'est une loi qui date de 2003, sauf que dans un certain nombre d'écoles, étant donné que les enseignants ou les directeurs sont quand même pas très à l'aise sur cette question, eh bien finalement la loi n'a jamais été appliquée sur tout le territoire. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale demande que toutes les écoles mettent en place cette éducation affective, enfin, il parle d'éducation sexuelle. Alors déjà, dans un premier temps, il faut reprendre la loi. Et quand on reprend la loi de 2003, c'est intéressant parce qu'il y a un certain nombre de points, et deux m'ont particulièrement frappé. D'abord, cette éducation sexuelle doit être faite en lien avec les parents. Donc ça contredit la phrase de Vincent Peillon, il faut arracher les enfants au déterminisme familial, ethnique et culturel. Et deuxième point, cette éducation sexuelle doit être faite avec un certain nombre de conditions, dont le respect éthique des enfants. Donc vous voyez, là aussi, il faut garder à l'esprit ces deux exigences pour éventuellement intervenir dans les écoles. Quel est le message que donne le corps de la personne humaine? Et comment nous considérons le corps dans le cadre de l'éducation quand on est parent? Je vais parler plus en tant que parent qu'en tant qu'enseignant, qui n'est pas mon métier. Mais on peut le dire autrement. Je pense que cela commence à la naissance. Comment je reçois le corps d'un nouveau-né? Que ce soit le mien ou quelqu'un ou l'enfant d'un autre, peu importe. Est-ce que c'est, comme on est tout petit, un doudou? Est-ce que c'est un objet? Est-ce que c'est un bien qui me fait plaisir, comme un bien matériel, comme la poupée pour les petites filles? Ou est-ce que cet enfant, à la naissance, dont je ne vois que le corps, je ne vois pas autre chose, puisque le corps, c'est vraiment l'enveloppe de la personne humaine. Donc, est-ce que je le reçois comme un don? Et est-ce que, déjà, pour les parents, en tant que parents, c'est une personne, évidemment dépendante sur le plan matériel, enfin, sur le plan de l'allaitement, des soins, évidemment, mais qui déjà est appelée à avoir une personnalité autre que celle des parents. Comment je reçois ce corps du tout petit? Et il me semble que la compréhension du corps et le sens du corps commence là, à cet instant-là. Est-ce que cet enfant, je l'ai eu parce que ça me fait plaisir, ou comme le don d'un amour que j'ai vis-à-vis de mon mari ou ma femme? Donc vous voyez, c'est là que ça commence. Si on commence à 15 ans à parler du sens du corps à nos adolescents, c'est trop tard. Et parler de l'éducation sexuelle à 15 ans et du respect du corps, si on ne l'a pas montré avant, comment ce jeune de 15 ans va pouvoir comprendre tout cela? Vous voyez? Donc la place du corps, que signifie le corps dans le développement de l'enfant et dans la manière dont les parents vont regarder leur enfant. Donc ça, c'est capital. Et c'est à partir de là que pourra naturellement, de la part des parents d'abord, mais que pourra commencer une éducation affective, relationnelle et sexuelle. Car le cœur de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, c'est avant tout l'éducation à l'altérité. Et ce n'est pas d'abord d'apprendre et de faire connaître toutes les pratiques sexuelles qui puissent exister au monde. Donc vous voyez bien toute l'importance des premières années avec l'enfant. Comment je reçois le corps de mon enfant à la naissance. Et puis après,
Donc l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, c'est d'abord de l'ordre de la vie, du vécu, comme on dirait, avant d'être un discours. Le discours viendra après, et le discours, d'ailleurs, ce ne sera pas un discours, ce sera un dialogue. Ça peut être des réponses aux questions des enfants, ça peut être, pour le père ou la mère, de susciter, quand on voit certains garçons un peu benets et maladroits et qui n'osent pas poser la question. Bon, ben, à ce moment-là, ça peut être les parents et qui suscitent le dialogue. Bon. Après, c'est justement tout le sens de l'éducation, c'est de bien connaître son enfant pour pouvoir détecter à quel moment il est vraiment judicieux de parler de ces questions-là. Mais vous voyez que l'éducation affective, sexuelle et relationnelle, elle ne peut pas être faite d'abord par des personnes extérieures à l'enfant, donc par les enseignants. L'enseignant peut compléter avec les parents, mais elle fait partie de l'éducation au sens large. Et on pourra d'autant mieux parler à nos jeunes du respect de son corps et du respect du corps de l'autre que nous-mêmes, en tant que parents, nous aurons respecté son corps. Alors, je ne parle pas des manipulations, de tout ce qui peut être violent vis-à-vis de l'enfant, parce que ça, c'est encore un autre problème. Mais je parle tout simplement de la manière dont nous habillons l'enfant, dont nous traitons son corps. Non seulement avec délicatesse, avec attention, mais aussi en considérant que ce tout petit est tout autre que le père ou la mère, et que c'est un don. Donc, ayant dit ça, vous qui avez la chance d'être ici ce matin, enfin depuis ce matin, et d'avoir au moins compris les enjeux, ou une partie des enjeux de la question du genre et de toutes ses implications pour notre société, vous ne pouvez plus vous taire, et vous ne pouvez plus rester sans agir. Parce que la majorité des parents n'a pas saisi ces enjeux. Et nous avons en France deux types d'écoles, des écoles publiques et des écoles privées. Ne croyez pas que tout est parfait dans les écoles privées non plus. Donc il faut être toujours très vigilant. Mais il y a quand même dans les écoles privées un caractère propre qui nous font espérer que là au moins nous sommes dans un espace où on peut dire les choses d'une certaine manière. En tout cas, dans le sens de l'éducation. Et dans ce dialogue entre les parents et les enseignants. Dans les écoles, mais il faut être quand même vigilant. Alors, il faut être très vigilant parce que cette loi de 2013 est entrée en application depuis septembre. Alors, je ne peux pas vous dire, n'ayant plus d'enfants scolarisés, je ne peux pas vous dire comment ça se passe. Enfin, on me rapporte quand même certaines initiatives d'ici ou là. Donc, il faut être extrêmement vigilant sur la manière dont ces temps d'éducation sexuelle vont être mis en œuvre. C'est 3 heures par an. C'est pas énorme. Enfin, 3 temps par an. Donc 3 heures, c'est à peu près ça. Je ne vois pas d'ailleurs très bien ce qu'on peut dire en 3 heures, mais on peut dire aussi beaucoup de bêtises en 3 heures. On peut ne rien dire, mais on peut dire aussi beaucoup de bêtises. Donc il faut être très très vigilant. Donc il faut être vigilant dans les écoles privées, les écoles libres, pour savoir qui intervient. Vous êtes tout à fait en droit, en tant que parent, de vous inquiéter auprès de la direction, auprès de l'enseignant de vos enfants, comment ce temps d'éducation sexuelle va être fait, par qui. C'est très important de savoir par qui, et si les parents seront associés. Alors je connais des écoles où une première réunion se déroule avec Leclerc. Vous devez, pour certains d'entre vous, vous devez connaître Leclerc. Bon, il y a d'autres associations qui interviennent. Leclerc ou Teen Star. Et une première réunion, en général, a lieu avec les parents et une seconde avec les enfants.
dans l'école de mes enfants, de Rion, notre petite école primaire, les parents peuvent participer à ce temps d'éducation sexuelle. Donc vous voyez, je crois qu'il y a vraiment toutes sortes d'initiatives. Là n'est pas l'important, l'essentiel, c'est de savoir comment cette éducation sexuelle va être faite, et si elle est complète dans l'unité, vous voyez, dans ce regard d'unité de la personne, c'est-à-dire affective, relationnelle et sexuelle. Si cette éducation se réduit à un catalogue de pratiques sexuelles, ça n'a aucun intérêt. Il faut être même très, très vigilant parce que ça peut être très violent à l'égard des enfants. En ce qui concerne les écoles publiques, alors vous pouvez avoir des enseignants qui sont remarquables et qui ont un vrai sens d'éducateur et un vrai respect pour les enfants. Mais quand vous regardez le site de l'Éducation nationale, vous avez toute la liste des associations qui ont reçu un agrément pour intervenir dans les écoles. Et c'est là où la question commence à devenir très problématique. Car dans les associations qui ont reçu un agrément, vous avez SOS Homophobie, qui avait d'ailleurs perdu son agrément et qui l'a retrouvé cette année. Vous avez l'Inter-LGBT, vous avez SIDAction, ou ACT UP, qui au départ a été créé pour alerter sur la question du sida, donc ACT UP, SOS, alors homophobie on l'a dit, vous voyez, vous avez toute une liste d'associations que vous retrouvez sur le site de l'Éducation nationale, et qui ne sont pas des associations qui prennent en compte l'éducation de l'enfant, affective, relationnelle et sexuelle, mais qui sont des associations militantes, ce qui est tout autre chose. Et militante dans quel sens? Planning familial, voilà, j'oubliais. J'ai entendu récemment une interview de la directrice du planning familial et qui expliquait justement comment l'éducation sexuelle allait se faire dans les écoles. Alors c'était tout à fait intéressant. Elle parlait plutôt du collège et elle disait il faut apprendre aux filles de ne pas se laisser dominer par le garçon dans une relation sexuelle. 5e. Alors, si c'est ça l'éducation sexuelle, on peut s'inquiéter. Et on voit bien que là, on n'est plus du tout dans ce que vous souhaiteriez qu'il soit dit à vos enfants. Sur cette question, avec quelques personnes, nous sommes en train de mettre au point un module de formation parce qu'il faut multiplier les organismes de formation qui pourront intervenir dans les écoles. Nous sommes en train de, et si ça intéresse quelques personnes parmi vous, vous pourrez me laisser vos noms, donc on est en train de mettre en place un module de formation pour intervenir dans des écoles, aussi bien libres que publiques, avec ce regard justement de respect sur les enfants, évidemment, le corps, et puis dans une perspective d'unité de la personne humaine. Et aussi bien, je vous dis, pour intervenir dans les écoles publiques que libres. Alors, ça va être très difficile parce que ça va être très compliqué d'obtenir des agréments. C'est ça ce qui va être très compliqué aujourd'hui. Car si on n'est pas dans le militantisme de la lutte contre l'homophobie pour l'égalité et contre les stéréotypes, on aura sûrement du mal à être accepté dans les écoles. Mais ça vaut la peine de commencer et nous avons même l'intention d'intervenir auprès des mairies, voire même à la demande dans des entreprises. Vous voyez, c'est un projet ambitieux, mais c'est capital. Donc, premier lieu d'action à votre disposition, mais nous sommes tous engagés sur cette question, c'est être extrêmement vigilant dans les écoles, mais aussi dans les activités périscolaires aujourd'hui, sur l'éducation sexuelle, pour qu'elle soit vraiment présentée dans une unité, dans une prise en compte de l'unité de la personne, et non pas seulement en déclinant les pratiques sexuelles. Cet engagement, évidemment, il peut être fait en direction des parents, vos amis ou les parents que vous rencontrez, qui ne sont pas là ce matin,
Donc c'est la grande majorité, enfin, qui ne sont pas là aujourd'hui, c'est donc la grande majorité. Et vous pouvez très bien organiser des petits groupes de travail. Il ne faut pas que ce soit lourd, mais ça peut être des petits groupes de travail à une dizaine, 8 c'est l'idéal, de façon à réfléchir entre vous pour pouvoir essayer de vous entraider en tant que parents. Puis vous pouvez associer aussi des enseignants, car les enseignants aussi accueillent vos enfants. Alors, vous savez, il y a toujours ce fameux débat, il ne faut pas que l'école éduque nos enfants, seuls les parents éduquent les enfants, l'école doit instruire. Moi, je trouve que c'est un faux débat, parce que quand on enseigne l'histoire, la littérature, le chant, tout ça, on peut pas réduire à un enseignement. Il y a forcément d'éducation, puisqu'on fait grandir l'enfant à travers ce qu'on peut leur donner comme poésie, ou comme texte de littérature, ou comme activité artistique qu'on peut développer avec eux. Donc on voit bien que la frontière entre enseignement et éducation est difficile. Donc c'est justement peut-être une chance de pouvoir travailler avec les enseignants de vos enfants. Donc c'est plus facile de le faire au sein d'une école, avec les parents d'une même classe de vos enfants. C'est beaucoup plus difficile quand il s'agit d'essayer de parler avec des parents qui sont dans une autre école. Et si par exemple vous avez des enfants dans une école libre, c'est plus difficile d'intervenir dans une école publique. Et alors que l'école publique, c'est peut-être le lieu où cette éducation affective et sexuelle sera la plus problématique. Là, il faut peut-être que vous rencontriez des parents qui ont leurs enfants dans le public. Alors je sais bien qu'ici, on est dans le Morbihan, on n'est pas dans le reste de la France, que plus de la moitié des élèves sont scolarisés dans l'école libre, mais bon, vous connaissez peut-être des parents par d'autres biais, et vraiment là, il y a, je pense qu'on peut le dire, une responsabilité que nous avons à aider ces parents-là, et éventuellement à les former, non pas qu'ils en soient incapables, peut-être que vous allez trouver des parents très vigilants et très attentifs, mais en raison du nombre d'associations militantes qui interviendront dans l'école publique, le danger, évidemment, la gravité, évidemment, est beaucoup plus grande dans les écoles publiques. Ça, c'est clair. Donc voilà un premier axe sur lequel je nous encourage à nous engager. Il y a un deuxième axe dont je voudrais parler, c'est la question de la femme. Car la femme est grandement responsable. Je me souviens que j'avais dit ça un jour dans une conférence, la femme a une dette envers l'homme. Et j'avais soulevé un flot de protestations, mais je maintiens. Alors, c'est peut-être pas nous, c'est peut-être pas vous, mesdames, qui êtes ici aujourd'hui. Bon, il n'empêche que aussi bien cette libération de la femme, qui est peut-être justifiée en raison de toute une histoire et d'une conception de la place dans la société pendant des siècles qui n'était pas tout à fait juste, bon, et compréhensible aujourd'hui. Bon, il n'empêche que cette libération de la femme dans le travail et dans le domaine de la sexualité, finalement, pose de réels problèmes sur la vraie place de la femme dans la société. Alors ça peut être un deuxième axe d'action, et vous, messieurs, tant pis si je ne parle pas pour vous maintenant, vous en serez les premiers bénéficiaires. Finalement, là aussi, on peut considérer que du point de vue de l'altérité, du point de vue de la différence des sexes, du point de vue de l'égalité, l'idéologie du genre a essayé d'apporter une réponse. On a vu que les féministes du genre se sont plantées, n'empêche qu'elles ont essayé d'apporter une réponse à cette question de l'égalité. Donc on peut, sur cette question aussi, du point de vue de la femme, essayer de répondre aux questions posées par l'idéologie du genre. Quelles sont ces questions?
finalement, quelle est la place de la femme dans la société? Est-ce qu'elle peut travailler? Est-ce qu'il faut qu'elle reste chez elle, élever ses enfants? Est-ce qu'elle est l'égale de l'homme par les fonctions qu'elle peut exercer? Etc. Est-ce qu'on peut lui confier des responsabilités? Est-ce que la parité, par exemple, serait la bonne réponse? Alors, qu'est-ce que c'est la parité? C'est finalement un système qui permettrait, compte tenu du fait qu'il y a autant de femmes que d'hommes dans la société, eh bien d'imposer par la loi que chaque structure, chaque strate de responsabilité soit exercée à égalité par les femmes et pour les hommes. Alors, c'est un petit côté séduisant pour nous les femmes, parce qu'on se dit, bah, au moins, là, on serait sûr d'avoir notre place. Mais c'est un petit côté artificiel. Quand je dis petit, c'est un euphémisme. C'est un côté artificiel. Est-ce qu'on peut parler de quotas pour les femmes? Et puis alors, tant qu'à parler de quotas, alors c'est très étonnant, parce que finalement, quand on parle de la place des femmes dans la société, dans les postes de responsabilité, on prend l'homme comme modèle. Donc c'est pas très satisfaisant. Et puis on parle... Ben non, pour nous les femmes. Vous, messieurs, vous nous avez jamais pris comme modèle. Et non. Ben, vous avez peut-être tort, d'ailleurs. En tout cas, on prend donc l'homme comme modèle, ce qui n'est pas satisfaisant. En tout cas, la réponse n'est pas juste, au sens précis. Et puis, il y a un deuxième point également, c'est qu'on parle toujours des postes à responsabilité. Alors moi, je me souviens qu'au Parlement européen, on avait régulièrement des réunions, des colloques sur la place des femmes dans la société. Donc évidemment, je m'y précipitais parce que je voulais savoir le modèle qu'on nous proposait. Alors on faisait venir Claudie Aigneret, qui était cosmonaute, qui était ministre des Affaires européennes. On faisait venir, enfin vous voyez, des femmes, Anne Lauvergeon, présidente de Areva, etc., etc. Et on militait, enfin on nous disait qu'il fallait absolument obtenir par la loi, et alors aussi bien au Parlement européen que maintenant en France, il fallait absolument qu'il y ait au moins 20% de femmes dans les conseils d'administration des sociétés cotées en bourse. Pourquoi pas? Mais pourquoi 20%? Pourquoi pas tant qu'à faire 50%? Bon. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'on ne s'intéresse sur cette question d'égalité, ou de quota, ou de parité, qu'aux femmes diplômées d'au moins Bac plus 5. Et je trouve que c'est complètement indécent. Parce que je ne sais pas quel est le nombre en France, sur la totalité des femmes, quel est le pourcentage de femmes diplômées, on va dire même Bac plus 5. Si je dis 20%, c'est peut-être la réalité. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose d'indécent et de profondément révoltant d'avoir ce genre de discours pour seulement une partie des femmes. Et on voit bien ce qui se cache derrière tout ça, c'est la prise de pouvoir par les femmes. Et c'est d'ailleurs le paragraphe 1 de la plateforme d'action de Pékin sur le sommet mondial sur la femme en 1995. Et pourtant, ce sommet mondial sur la femme a créé un grand enthousiasme pour nous, puisque c'était quand même la première fois que l'ONU s'intéressait aux femmes. Mais ce sommet mondial de Pékin a été aussi l'occasion de diffuser un nouveau vocabulaire, en particulier le gender, mais aussi les droits sexuels et génésiques, dont vous avez peut-être entendu parler, et puis de diffuser une idéologie. Et le premier paragraphe, c'est la prise de pouvoir par les femmes. Alors, si le rapport entre les hommes et les femmes, c'est un rapport de pouvoir, c'est une rivalité, c'est une compétition, et finalement les féministes radicales et les féministes du genre considèrent, et là aussi on voit bien qu'elles sont dans un schéma marxiste de l'organisation sociale, elles considèrent que les rapports entre les hommes et les femmes sont toujours des rapports de pouvoir.
où la femme est la grande perdante en raison de la domination des hommes sur la femme. Donc vous voyez, on tourne en rond. Alors cette question du genre, c'est peut-être justement l'occasion de nous poser la question de la femme. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Vous le savez bien, mais bon. Les courants féministes qui ont précédé l'idéologie du genre expriment un féminisme de la contestation, un féminisme de réaction. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, on comprend qu'il y ait eu cette réaction quand on réduit la femme à la fonction biologique de reproduction. Fallait-il, par réaction, nier justement la place de la maternité dans la vie de la femme? En soulignant la subordination de la femme, ces courants féministes justifient la contestation. Ils révèlent une rivalité entre les sexes. La femme est la rivale et l'antagonisme de l'homme. Pour ces féministes, l'égalité dans la différence est impossible à réaliser. Ce qui exprime leur difficulté de prendre la personne, de prendre en compte la personne dans son unité. Enfin, l'égalité est recherchée dans les fonctions, c'est-à-dire dans le faire et l'agir, et non dans l'être de la personne, homme ou femme. L'idéologie du genre va plus loin. Pour éviter toute suprématie de l'homme sur la femme, on gomme les différences par l'indifférenciation des fonctions d'une part et l'indifférenciation des sexes d'autre part, d'où l'interchangeabilité des fonctions. Et dans cette configuration, à quoi bon parler de la fonction paternelle et de la fonction maternelle? Ça n'a plus aucun sens. Vous stigmatisez. La différence corporelle évidente est minimisée alors que la dimension culturelle ou sociale construite du genre est survalorisée pour libérer la femme de toute contrainte. Dans ce contexte, le nouveau féminisme, vous comprendrez pourquoi j'ai appelé mon association Nouveau Féminisme, n'est pas un féminisme qui s'ajoute à une longue liste de féminismes déjà existants. Ce nouveau féminisme, dont Jean-Paul II a utilisé le premier l'expression en 1988, ça ne date pas d'aujourd'hui, ce nouveau féminisme propose de répondre à la question de l'unité de la personne en changeant de regard sur la femme et par voie de conséquence sur l'homme. Des féministes ont réagi au refus d'avoir pris en compte la maternité de la femme. Yvonne Knibiller, qui doit avoir maintenant 85 ans, donc qui est quand même une féministe des premières heures, et dans son livre « Qui gardera les enfants », qui a été publié en 2007, elle dit ceci. Le féminisme initial a fait une erreur, l'erreur de mettre de côté la maternité. Eliette Abécassis, qu'on ne peut pas taxer de femme intégriste, fondamentaliste, ou tout ce que vous voulez, a écrit dans Le corset invisible ce passage qui est encore plus précis. Son livre a été aussi édité en 2007. Le féminisme radical s'est construit contre l'homme, tout en le prenant comme modèle, contre l'ordre établi, contre le féminin, et donc contre l'identité profonde de la femme. Le féminisme radical s'est construit sur le déni de la femme, oubliant que malgré les diverses situations, on observe une constante. La femme enfante, et cela fait la différence. Les hommes ne trouvent plus leur place, car l'homme a été déconstruit par le féminisme. Donc, vous, messieurs, vous serez les premiers bénéficiaires d'un nouveau regard sur la femme. Réjouissez-vous. Le nouveau féminisme, alors quand je parle du nouveau féminisme, ce n'est pas mon association, soyons très clairs, c'est un nouveau regard sur la femme. Le nouveau féminisme est un féminisme de réconciliation.
Une double réconciliation d'ailleurs. Celle-ci est possible à condition de considérer la femme dans sa totalité unifiée, corps, intelligence et cœur. C'est ainsi que son rôle est irremplaçable dans la vie familiale et sociale, et professionnelle et politique. C'est une nouvelle responsabilité de la femme pour construire une société pacifiée avec l'homme. Le nouveau féminisme intègre deux perspectives. Tout d'abord, deux perspectives. Bon, je ne sais plus. Deux perspectives. Tout d'abord, la réconciliation de la femme avec elle-même comme femme, épouse et mère. Et la réconciliation de la femme la réconciliation de la femme avec l'homme dans une perspective de don. Donc vous voyez que le nouveau féminisme, c'est une double réconciliation de la femme avec elle-même et de la femme avec l'homme, dans une perspective de don, et nous sommes vraiment dans une rupture de notre regard sur la femme d'aujourd'hui. Prenons très rapidement les trois dimensions de la femme. Tout d'abord, la féminité. La femme doit contribuer au développement de la société dans le monde du travail et dans toutes les instances de la société. La femme n'a pas à s'excuser ou à se justifier d'élever ses enfants au foyer, comme on dit, ou de travailler. Elle n'a pas à se justifier. Vous savez, quand on est dans la justification, c'est qu'on n'a pas l'esprit tranquille. On n'a pas à se justifier. En revanche, donc, ça oblige à sortir de la dialectique femme au travail, femme au foyer. Comme si les femmes au foyer ne travaillaient pas, et comme si les femmes qui travaillaient à l'extérieur ne s'occupaient pas de leurs enfants. Aujourd'hui, alors que les jeunes femmes sont sorties de ce dilemme qu'on a connu il n'y a encore pas si longtemps, trop de partis pris existent encore, et trop de partis pris dans un sens ou dans l'autre. D'une part, la reconnaissance du travail invisible dans la famille se fait attendre, alors qu'il est reconnu dans les associations, notamment par le Parlement européen qui a adopté il y a à peu près 2 ans la reconnaissance du travail invisible, mais que pour les associations. Parce qu'il y a quand même une chose assez étonnante dans les pays de l'Union européenne, alors particulièrement en France, une femme qui élève ses enfants n'a aucun statut social, sinon d'être la femme de son mari, ce qui est déjà pas mal. Aucune reconnaissance, aucune retraite. Cette même femme garde chez elle les enfants de sa voisine, elle a un salaire, elle a un statut social, elle cotise pour sa retraite. Or, c'est le même travail. Mystère. Donc, il y a quand même quelque chose qui cloche. Alors, j'étais hier matin au Grenelle de la famille, vous savez, c'est tous ces forums qui existent, enfin qui se déroulent actuellement dans toute la France, et on étudiait cette question-là. Nous avons un exemple, les femmes conjoints d'artisans ou de commerçants. Pourquoi les femmes, les mères au foyer, ne cotiseraient pas pour leur retraite en tant qu'assistantes de leur mari ou chargées de l'éducation, je ne sais pas. Vous voyez, on peut trouver des solutions. Finalement, nous voyons bien que, quel que soit le choix de la femme, mais si tout à l'heure je disais la femme n'a pas à s'excuser ou à se justifier de travailler à l'extérieur ou de travailler à l'intérieur, on va dire les choses comme ça, en revanche, il faut que ce choix soit fait en vérité, par rapport à la famille, par rapport à tout un ensemble.
Dans les deux cas, nous voyons bien la difficulté que nous avons à accepter que la vie des femmes n'est pas linéaire. Justement en raison de la maternité. Alors c'est vrai que je parle plutôt des femmes mariées, mais justement à cause de la maternité. Et quand on est femme, épouse et mère, c'est vrai que c'est difficile de tout concilier. Et en plus, quand certaines veulent avoir un mandat local, être élues, il y a des choix que l'on doit faire en vérité par rapport à son mari, enfin avec son mari et en prenant en compte les enfants. Et c'est du devoir des pouvoirs publics qu'aucune discrimination ni vexation ne soit exercée à l'égard des femmes, quel que soit le choix. La deuxième dimension, la femme est épouse. C'est la question de la sponsalité. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas assez réfléchi à cet aspect. Alors, je vais en parler d'une manière plus large que dans le cadre du mariage. Cet aspect concerne la capacité de la femme à coopérer avec l'homme. Dans la famille, elle est évidente, dans la vie professionnelle et dans la vie politique. Pour sortir la femme de la subordination, les féministes de genre ont tenté deux réponses. Prendre le pouvoir, alors à parité, ne vous inquiétez pas messieurs, on ne va pas prendre plus que la moitié, mais qu'au moins on prenne la moitié. En fait, quand on regarde certains métiers, on voit qu'il y a plus de femmes dans la médecine, plus de femmes à la magistrature, plus de femmes dans les écoles d'agro, enfin, etc. Donc, prendre le pouvoir et gommer les différences considérées comme un conditionnement culturel ou un déterminisme biologique. Et finalement, l'homme et la femme sont entrés dans un jeu de séduction-domination. Vous voyez toujours cette rivalité, cette prise de pouvoir. Parce qu'ils ne se regardent plus l'un et l'autre dans l'unité de leur personne. Or, la sponsalité est un appel à vivre ensemble et non à côté. Ensemble l'un pour l'autre, pour sortir des tensions, de ce jeu de séduction-domination, et chercher ce qui peut m'enrichir parce que différent, parce que l'autre peut me donner ce que je n'ai pas, parce qu'il est ce que je ne suis pas. Car l'homme et la femme sont faits pour la relation avec un autre que soi. L'humanité sexuée est une réalité relationnelle qui invite l'homme et la femme à la complémentarité dans une perspective de don. Tout à l'heure, Christian Flavigny parlait, je regrette personnellement qu'il n'ait pas plus développé, mais parlait d'incomplétude. En effet, tout à l'heure, je vous ai dit que l'homme et la femme sont intégralement humains et que pourtant, l'un et l'autre disent ensemble ce qu'est l'humanité. C'est cette complémentarité de l'être. Mais accepter d'être complémentaire, c'est une attitude d'humilité. Parce que ça veut dire que nous, en tant que femmes, ou vous, en tant qu'homme, vous avez besoin de l'autre pour vous accomplir. Donc, vous appelez, pour donner le meilleur nous appelons pour donner le meilleur de nous-mêmes, l'autre qui peut me donner ce que je n'ai pas, parce qu'il est ce que je ne suis pas. Or, aujourd'hui, dans notre société où l'individu est tout-puissant, ou se considérer comme tout-puissant, cette complémentarité est une attitude insupportable, parce qu'elle exige l'humilité. On est, voyez, dans une attitude de don. Je reçois et je donne, parce que ce que je suis n'est pas finalisé. L'autre peut m'aider à accomplir ce que je ne suis pas, mais ensemble. L'égalité de l'homme et de la femme se réalise en tant que complémentarité. Complémentarité physique, dans le mariage bien sûr, psychologique et ontologique, c'est-à-dire en tant qu'être. Cette complémentarité n'est pas d'abord ou n'est pas seulement de l'ordre du faire ou de l'agir, c'est-à-dire des actes, des actions, des comportements,
mais plus fondamentalement, elle est de l'ordre de l'être. Être homme, être femme. Et c'est bien ce qui gêne les féministes du genre. Elles ne regardent plus le sens des êtres et des choses, parce que ça les gêne. Parce que ça demande justement une attitude d'humilité. Parce que ce n'est pas moi qui me définis en tant que je suis. C'est un transcendant qui est autre que moi-même. Si bien que la complémentarité dans la relation entre deux personnes ne peut se réaliser qu'avec un autre que soi-même et non pas avec le même, pour que le masculin et le féminin réalisent pleinement l'humanité. Et de ce point de vue, une œuvre commune, ce que j'appelle la sponsalité, une œuvre commune est possible dans la vie familiale, évidemment, elle est même souhaitée, mais aussi dans la vie sociale, dans la vie professionnelle et dans la vie politique. Et c'est quand même une sacrée révolution culturelle, puisque c'est un autre regard de l'homme et de la femme, et ce n'est pas tout à fait le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et puis enfin, la troisième dimension, la dimension de mère, la maternité. La spécificité de la femme à porter et à donner la vie lui donne sa capacité de l'autre, c'est-à-dire l'éveil, la croissance et la protection de l'autre. Cette réalité structure la personnalité de la femme en profondeur. Si la maternité est un élément fondamental de l'identité de la femme, on ne peut pas cependant enfermer la femme dans la maternité ou la fonction biologique de reproduction. Mais cette capacité la met dans une disposition d'attention à l'égard de l'autre. Mais la maternité ne peut se concevoir sans la paternité. Sauf à concevoir que la maternité serait un bien propre de la femme, ce qui serait une grave erreur. Vous voyez que ce nouveau regard sur la femme et sur l'homme, dans leur totalité unifiée, peut nous aider à construire une société de paix, alors que la rivalité, la quête pour le pouvoir, crée une société de violence. Une société où la coopération et la communion, surtout vrai dans le mariage, remplacent la rivalité et la compétition. Une société où l'homme et la femme sont capables d'une œuvre commune, pour eux-mêmes dans le couple, pour leurs enfants dans la famille, pour le bien de la société dans la vie professionnelle, et enfin pour le bien commun dans la vie politique. Mais cette œuvre commune exige le sens du service, du don de soi, de l'amour reçu et donné. Et dans notre société matérialiste et individualiste, ce ne sont pas les premières qualités qui sont mises en avant. Dans ce long chemin de l'éducation, la famille est précisément le lieu privilégié de toutes ces découvertes, car elle est le lieu par excellence des premiers apprentissages de la vie en société. La découverte des générations, la découverte des personnes de même sexe et de sexes différents, et en ce sens, elle est la cellule fondatrice de la société. C'est la raison pour laquelle on ne touche aux droits de la famille qu'avec une extrême prudence, car c'est tout un ensemble qui est en équilibre et qui peut justement s'effondrer dès lors qu'on oublie ce qui est fondateur de notre société, l'altérité des sexes. Alors, vous voyez, c'est le deuxième axe d'action qu'il est urgent de mener, pour lequel il est urgent de s'engager, c'est la place de la femme dans la société. La juste place de la femme dans la société en tant que femme, épouse et mère. Alors, c'est évidemment une question qui est bien présente dans l'éducation à l'égard de ses enfants, mais c'est aussi une manière d'être dans notre milieu professionnel, dans le milieu associatif, et puis aussi dans le milieu politique, pour les élus. Comment
comment, en tant que femme, je vis ces 3 dimensions, femme, la féminité, la sponsalité, la maternité. Et vous, messieurs, comment, en tant qu'hommes, vous aidez les femmes à vivre ces 3 dimensions? C'est ça aussi l'enjeu. Et ce sont des questions sur lesquelles on ne réfléchit pas assez, et donc qui ne sont pas assez, assez présentes dans l'éducation que nous avons avec nos enfants. Par exemple, est-ce que nous élevons nos filles comme nos garçons? Alors, on pousse nos filles aux études comme nos garçons, c'est vrai. Mais est-ce qu'on leur dit que dans le cadre de leurs études, il faut prendre en compte cette capacité de la maternité? Je ne sais pas si on le dit, moi j'avoue que je ne l'ai pas vraiment dit. Bon, voilà. Donc, c'est aussi dans l'éducation, est-ce que nous éduquons nos petites filles et nos petits garçons de la même façon? Et comme le disait Christian Flavigny tout à l'heure, est-ce que tout petit, nous leur parlons de ce qu'est être père et être mère? Alors, ça commence par le témoignage et l'exemple, évidemment, quand ils sont tout petits, et ensuite on peut en parler. Donc nous avons une responsabilité d'autant plus grande que nous avons saisi les enjeux. Vous n'auriez peut-être pas dû venir aujourd'hui à ce colloque. Et puisque vous êtes venus, vous avez une responsabilité dont vous ne pouvez pas vous dégager. Ça n'est plus possible. Il fallait réfléchir avant de venir ce matin. Donc je rappelle, avant de laisser les questions, je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes, donc je rappelle les 2 axes, qui sont les 2 axes urgents pour nos sociétés. Vous savez, la France est un pays malade. C'est un grand corps malade. Il n'y a pas un seul membre qui soit sain, S-A-I-N. Donc, on va aller aux urgences. Et l'urgence, c'est vraiment ces 2 points dont je vous ai parlé et qui sont liés. Vous voyez à quel point ces 2 points sont liés. C'est la question de la place du corps dans l'unité de la personne et dans l'unité de l'homme et de la femme, et la question de la juste place de la femme dans nos sociétés, car c'est vraiment cette question à laquelle l'idéologie du genre a essayé de répondre. Et elle s'est trompée, car elle n'a pris qu'un aspect de l'identité de la femme. L'idéologie du genre n'a pas pris la femme dans sa totalité unifiée. Donc voilà les deux champs d'action, ils sont énormes. Nous avançons à pas de fourmi, mais c'est pas grave. Peut-être que dans 10 ans, il faut être patient. L'éducation d'un enfant, ça dure 20 ans. Et encore. Que nos enfants ont 20 ans, c'est encore des gros bébés. Donc ça dure 20 ans. Eh bien, tout ce que nous sommes en train de semer aujourd'hui, ce réveil des consciences au printemps, hiver et printemps 2013, ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a eu un réveil des consciences, ça a été comme un détonateur. Maintenant, il faut passer à une autre phase, c'est la phase de la formation et la phase de l'action. Alors, n'attendez pas d'être savant pour agir, parce qu'on n'est jamais assez savant pour agir. En plus, on apprend en agissant. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous avez eu quand même assez de clés de compréhension, de clés de discernement, donc vous êtes prêts pour agir. Et puis agir surtout donc dans une attitude de dialogue, de confiance, et non pas avec son grand étendard en disant « moi je sais, alors vous allez voir ce que je vais vous dire ». Non, non, non. Dans une attitude de dialogue, de respect, surtout avec des parents ou des enseignants qui sont les plus fragiles, qui ont le moins de clés justement de compréhension, et ils sont plus nombreux malheureusement que ceux qui sont avertis. Donc voilà les 2 champs d'action, et puis toutes ces questions, mais ce n'est pas l'immensité de la tâche qui devrait nous décourager. Au contraire, nous avons eu la chance, après ces longs mois d'engagement, d'avoir pu décrypter les sujets, les questions essentielles. Donc restons dans l'espérance, et surtout le plus grand service qu'on peut
donner à nos enfants et à nos contemporains, c'est d'être nous-mêmes des hommes et des femmes heureux. Merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne 10 minutes éventuellement d'aération pour pouvoir attaquer donc, cette dernière partie de notre journée sur les questions à poser à Elisabeth Montfort.